Dans cet épisode de podcast, je trouvais intéressant qu'on parle d'un sujet qu'on n'aborde pas suffisamment, parce que c'est un sujet qui fait effectivement pas rêver, mais qui est important d'aborder aussi. C'est le fait que potentiellement on peut essayer de faire grandir son business trop rapidement et que ça peut nous desservir, ce qui n'est pas dans le discours habituel des entrepreneurs qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui ont une croissance hyper rapide et qui vous présentent que les avantages. Mais il y a aussi des inconvénients et c'est pour ça que j'ai décidé d'inviter Bertie aujourd'hui pour en parler sur le podcast. Bertie, bienvenue. Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être là. Puis c'est un sujet, comme tu dis, qui est important, je pense. Il est important parce qu'on nous présente, je pense, toujours le bon côté, mais comme une médaille a toujours deux faces, il y a le revers de la médaille. Exactement. Et pour le coup, je crois que tu l'as vécu du coup en 2025. Je l'ai vécu en 2023 et j'ai eu des répercussions jusqu'en 2025. Donc comme quoi, c'est pas un petit caillou dans sa chaussure qui est vite enlevé, c'est quelque chose avec lequel on doit composer pendant une grande durée. C'est ça. Pour les auditrices qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, parler de ce que tu fais et puis de ta stratégie business? Avec plaisir. Donc, moi, c'est Bertie, comme tu l'as dit. Moi, je suis à mon compte depuis 2013 et je suis à mon compte à 100% de mon temps depuis 2021. Comme ça permet aussi d'avoir un contexte. Donc, avant, j'étais salariée et à mon compte. Moi, aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs vraiment sur toute la partie stratégie de communication et développement business. Donc, en gros, pour faire très simple, j'ai trois offres, soit une en collectif où en 8 semaines, on retravaille toute ta stratégie de communication, soit un accompagnement plutôt individuel où on fait le point sur ta stratégie de communication pour voir ce qui va pas, ce qui peut être amélioré, ou alors un coaching vraiment individualisé sur 4 mois où là, on va creuser beaucoup plus loin sur la structuration des offres, aligner la communication qui va avec, etc. En gros, voilà. Et puis, moi, je suis surtout présente sur des réseaux comme Instagram, LinkedIn, et j'aime beaucoup YouTube aussi. Donc, c'est un réseau, même si je suis pas hyper active actuellement, c'est un réseau que j'aime beaucoup. Donc, voilà un petit peu où je suis et ce que je fais. Si vous êtes curieux et curieuse de découvrir plus avant ce que fait Bertie, je vous mets tous ses réseaux sociaux dans la description de l'épisode, bien évidemment. Et donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va faire un épisode un peu plus intimiste parce que ça va être vraiment un partage d'expérience de Bertie, qui est entrepreneuse depuis longtemps et du coup, qui a vu passer pas mal de choses, pas mal de vagues d'entrepreneuriat aussi avec des nouveaux arrivés, plein d'énergie, plein de souffle, etc. et qui peut-être se sont aussi vite essoufflés. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de ton parcours et pourquoi tu as fait le choix de l'entrepreneuriat, tout simplement? Mm. Alors moi, ce qui est assez drôle, c'est que contrairement à beaucoup d'entrepreneurs, je me suis pas lancée justement, enfin, quand je me suis mis à mon compte, quand j'ai eu mon premier numéro de sirette, on va dire ça comme ça, j'avais aucun objectif d'en faire mon métier. C'est-à-dire que c'était un side project très cool pour mettre du beurre dans les épinards. Point barre. Ça me suffisait très bien. En gros, à l'époque, je travaillais dans une entreprise. Je venais de finir mes études, donc ça faisait 6 mois que j'avais terminé les études. Vraiment, c'était tout fraîchement arrivé sur on va dire, le milieu du travail. Et l'entreprise dans laquelle je travaillais m'avait pris en contrat et avait besoin de continuer à travailler avec moi, mais ne pouvait pas m'offrir un temps complet parce que c'était pas dans leurs objectifs. Et puis, moi, ça m'intéressait peut-être pas forcément d'être à 100% pour cette boîte-là, même si j'aimais beaucoup l'équipe et tout. Donc, ils m'ont dit, bah, si tu veux, mets-toi à ton compte à côté et tu nous fais une dizaine d'heures par mois pour nous aider à développer la stratégie de communication, etc. Je dis, bah, OK. Donc, du coup, j'ai cherché un taf à côté, j'ai trouvé et je me suis mis à mon compte pour accompagner cette boîte-là. Donc, clairement, pendant, je dirais, la première année, j'avais qu'un seul client, hein, c'est pas bien, mais voilà, parce que je cherchais pas à le développer. En fait, c'était vraiment le truc comme ça. Et les premiers nouveaux clients que j'ai eus, pareil, je cherchais pas à développer, c'était vraiment enfin, l'entourage qui est venu me voir en me disant, ah, mais tu sais faire ça, bah, du coup, est-ce que tu peux m'aider sur ça et tout? Bah, ok, vas-y, pourquoi pas. Puis au fur et à mesure, j'ai vraiment aimé, je me suis laissée porter par le truc. Et pendant, je dirais, ouais, pendant quasiment 5 ans, j'ai fait les 2. Donc c'était assez, fatigant d'avoir, et le salariat et l'entrepreneuriat à côté. Mais, pendant cette période, on va dire, le salariat était principal. C'est-à-dire vraiment, c'était ça et l'entrepreneuriat était, secondaire. Et il y a eu une bascule qui a commencé à se faire en 2016, si je dis pas de bêtises, 2017, où là, en fait, j'ai trouvé un travail salarié, qui était à 2 jours semaine.
Donc, j'étais très contente parce que mon entreprise où j'étais salariée kiffait ce qu'on faisait ensemble et 2 jours semaine, c'était top. Et j'avais 3 jours pour développer ma boîte. Donc, c'est là où vraiment ça a commencé à bien prendre, etc. En 2018, je suis passée à 3 jours semaine parce que l'entreprise avait besoin de plus de choses. Et il me restait encore quand même 2 jours, sans compter les week-ends, évidemment, parce que je bossais les week-ends, hein, soyons très honnêtes. Donc, en gros, j'avais un équilibre. Et en fait, ça s'est bien développé, etc. Jusqu'au jour où j'étais au stade de l'entreprise a besoin que je vienne encore plus longtemps. Mon entreprise à moi me demande encore plus d'énergie. Qu'est-ce que je fais? J'ai tergiversé pendant plusieurs mois et j'ai choisi de partir vraiment sur l'entrepreneuriat à 100%. Euh, Anecdote, mon patron le savait avant moi, donc c'était assez drôle ce qu'il me dit, mais évidemment que tu allais te mettre à ton compte. Je le savais très bien. Ah d'accord, bah, c'est bien, parce que moi j'en étais pas sûre. Et je travaille toujours avec cette entreprise-là, en freelance à côté du coup. Je les accompagne, donc c'est super cool. Et donc depuis 2021, janvier 2021, je suis 100% à mon compte. Et en mars de la même année, je suis passée en EURL, donc je suis passée en société. Parce que en fait, en 4-5 mois, je gagnais mieux que quand j'étais salariée plus entrepreneur. Je gagnais mieux en tant qu'entrepreneur seul. Donc je me suis dit, il est temps. Donc, j'ai fait évidemment des points avec un comptable, etc., pour vérifier tout ça. Et on m'a conseillé, on m'a dit, si là, ce serait pertinent. Donc, j'ai dit, OK, c'est parti. Et je suis passée en société à ce moment-là. Et puis, depuis, je continue à vivre de mon activité avec, on va en parler, les hauts et les bas. Mais en gros, voilà un petit peu le parcours. Merci pour ce partage. C'est le début de l'aventure que tu as résumé en très peu de temps au final, mais ça qui s'est étendu sur une dizaine d'années, on va dire. C'est ça. Ce que je retiens de ce que tu nous as partagé, c'est que concrètement, déjà, il faut pas forcément se lancer avec la vocation de faire des millions, parce que tu pourrais être déçu. Ouais, oh, tu seras déçu. Et tout simplement aussi, tu peux avoir des ambitions de dire, c'est pour mettre, comme tu disais pour toi, du beurre dans les épinards ou éventuellement pour voir où ça peut mener. Mais si j'en fais pas mon activité principale, c'est pas un drame. Mm, complètement. Et juste se dire, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que j'ai l'esprit entrepreneurial ou pas? C'est Parce ça. que on oublie de dire, enfin, on dit toujours et tout le temps là en ce moment sur les réseaux que se lancer à son compte, c'est facile. Non. Non. Bon, j'ai un avis également un peu Mm. tranché dessus. Bon, euh, disons que c'est relativement simple comme procédure, Oui, mais c'est pas voilà. facile de trouver des clients et d'avoir la dynamique quotidienne et la discipline Ouais. de faire en sorte que quand il n'y a pas un petit chef au-dessus de ton épaule pour te souffler sur la nuque, Bah euh, ouais. de continuer à avancer, quoi. C'est un peu Mais ça en le fait, sujet. se lancer, c'est facile, perdurer, c'est difficile. C'est ça. En gros, c'est ça l'idée, quoi. C'est que moi, quand je suis allée, en vrai, à l'époque, quand je suis allée demander un numéro de SIRET et tout, j'étais en mode, ah, c'est facile. Enfin, ok, d'accord. Je suis ressortie au bout de 30 minutes, parce qu'en plus, à l'époque, ça se faisait en présentiel, hein. Je suis ressortie de l'URSSAF avec mon petit papier. Je dis, ah bon, mais ça y est, je suis entrepreneur. Je sais pas ce que c'est. Et en Et plus, à maintenant, l'époque, ça se disait pas. Enfin, vraiment, il y avait. Enfin, en vrai, en 2013, la micro by Flow n'existait pas. Il n'y avait pas de contenu sur l'entrepreneuriat. Il n'y avait pas de podcast. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait des gens qui étaient à leur compte, mais il n'y avait pas cette culture autour de ça. Et d'un côté, je suis contente d'avoir commencé à cette époque-là parce que j'ai pu commencer sans enjeu. J'ai pu me dire, c'est pas si ça marche pas, je suis dans la merde. C'était en mode, comme tu dis, on verra, on teste, on voit comment ça se passe. Et franchement, si je prends les 3 premières années dans ma tête, c'était en mode, mais non, je veux pas être à mon compte. Ça ne m'intéressait pas. Et j'étais très contente d'avoir un salarié à côté, de découvrir des choses, d'apprendre des choses. Et je pense que ça m'a permis aussi de continuer à me former, en fait, parce que je sortais des études, hein, mine de rien, même si j'avais fait de l'alternance, mais de continuer à me former pour qu'après, quand je me suis mis à mon compte, j'ai pu me prendre des réflexes que j'ai eus dans les salariats que j'ai eus. Je sais aussi, avantage, comment fonctionnent des boîtes. Donc, quand je viens intervenir dans des entreprises, que ça m'arrive régulièrement, je sais comment fonctionne la hiérarchie, je sais comment fonctionnent certaines choses. Donc, je peux comprendre les enjeux de la boîte en interne aussi, en termes de com interne, de fonctionnement, etc. Donc, franchement, ça a été hyper formateur et je suis très contente de ne pas être partie direct bille en tête en mode si ça marche pas, j'arrête tout et c'est la merde, quoi, entre guillemets. Donc, ouais, non, vraiment, c'était pas la même époque, on va dire aussi, hein. Ça a beaucoup changé. on va justement en parler là. C'est-à-dire qu'il y a une première phase que j'estime être une phase d'expérimentation pour toi, de Mm. tâter le terrain, saisir le marché, voir en quoi toi tu pouvais répondre aussi à un besoin. Ouais, Comme tu disais, sans enjeu parce qu'il y avait beaucoup moins de contenu, tout le monde était beaucoup moins éduqué sur la question.
Après, je dirais que à partir de 2018 jusqu'en 2023, ça a été quand même l'âge d'or de Ouais. l'infoprenariat, tu vois. Je veux dire, tout le monde se lançait, ça marchait super bien, le Covid aidant. Ah bah Bon, oui, non mais clairement. voilà, ça a quand même super bien fonctionné. Tout le monde a pu trouver sa petite place ou en tout cas, voilà, faire son trou. Et puis, bah, on arrive quand même rapidement à 2023 où il y a un gros pivot sur le marché qui est en train de Mm. s'opérer et où les gens continuent comme si de rien n'était. On a l'impression, tu sais, ils se disent tant que ça marche, on touche à Ouais, rien. ouais, ouais. Sauf que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Bah oui, puis en plus, les choses, comment dire, comme tu dis, il y a des périodes et il y a des choses qui marchent un temps, qui marchent plus après. On le sait, même si on retourne il y a 20 ans en arrière, les choses n'étaient pas pareilles, etc. Aujourd'hui, le digital a pris énormément de place. Les gens sont beaucoup plus cultivés sur ce sujet-là, etc. Donc, il y a, puis même enfin, les échanges se font plus et tout. Donc, si on ne bouge pas, si on n'évolue pas, ça marche pas en fait. Et c'est pour ça que moi, en 2023, je me suis dit, enfin, en tout cas, j'ai cru que c'était le bon moment de faire évoluer ma boîte en me disant, OK, je vais prendre un alternant. Donc parce que j'avais déjà 2, 3 personnes dans mon équipe, donc vraiment de manière très ponctuelle, c'était pas des gros contrats ou quoi, mais c'était des gens qui étaient vraiment avec moi au quotidien, dans l'entreprise, et cetera. Une personne qui gérait entièrement toute la partie, mise à jour site web, et cetera. Une personne qui était plutôt sur la partie, SEO, enfin contenu du site, on va dire, et une personne plutôt sur la partie, on va dire, de manière très générale, assistanat. Donc ça pouvait être de la relecture, ça pouvait être de l'organisation, ça pouvait être des traitements de mails, ce genre de choses-là. Et comme j'ai dit, avant, en 2021, en peu de temps, je gagnais mieux ma vie que quand j'étais salariée plus entrepreneur. Donc j'étais en mode: «Bah, c'est cool quoi, ça se passe bien». Je roulais pas sur l'or, mais j'étais contente de ma rémunération et ça me convenait très bien et j'étais super heureuse. Et donc j'ai commencé à faire les calculs et tout et je me suis dit: «Bah, normalement ça passe. Bon, va falloir, quand même se bouger, mais ça va passer quoi». Ça n'a pas passé. En gros, donc j'ai accueilli mon alternant, si je dis pas de bêtises, en septembre 2022 et il est resté jusqu'en juin 2023. Normalement, il aurait dû rester jusqu'en août 2023. Mais en gros, donc alors pareil, évidemment, tout ce que je vais dire là n'est pas une critique envers l'alternant, n'est pas une critique envers l'alternance, n'est pas, on est bien d'accord. Mais en tout cas, moi, à ce moment-là, ça n'a pas été le bon format et j'étais pas prête, à ça. Aussi bien, on va dire, sur la partie perso, enfin, organisation personnelle, parce que, bah, du jour au lendemain, avoir quelqu'un qui a des horaires, attends que tu lui donnes des trucs à faire. Bah, c'est pas pareil que quand tu as une équipe de freelance ou d'indés qui sont autonomes et qui savent ce qu'ils doivent faire dans leur coin, qui bossent en asynchrone, ou bah, tu leur envoies quand tu as le temps, ils gèrent quand ils ont le temps, enfin, et cetera. Là, c'est bah, à 9 heures le lundi matin, il était là, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Je bah, attends, je sais pas, je suis pas encore réveillée. Donc, il y a ça, en fait, déjà. Et après, en effet, il y a le coût qui a été largement au-dessus de ce qui était estimé, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a plein de frais cachés, qu'on m'avait pas expliqués. Les mutuelles, les assurances, les prévoyances, enfin plein de trucs, qui étaient pas prévus, les coûts de la fiche de paye, c'est pas des gros coûts, hein, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. En cumulé. Voilà. Et puis en plus, il y a eu la problématique de quand vous accueillez un alternant, c'est votre OPCO qui décide combien il est payé. Et selon son âge, son niveau d'études et plein de petites choses comme ça peut énormément changer. Et en fait, moi, mon alternant, il avait, je sais plus, il avait genre 23 ans, quelque chose comme ça. Oui, ça doit être 22-23 parce qu'il est, bah oui, je suis bête, il était de 2000, donc c'était facile à calculer. Donc 22-23 ans et en fait, il était en 3e année donc de bachelor, mais en première année d'alternance. C'était la première fois qu'il était en alternance. Donc dans ma tête, je me suis dit: «Bah, il va être considéré comme un première année d'alternance». Non, il était considéré comme un 3e année. Et donc en 3e année, c'est 80 du SMIC jusqu'à même, 90 du SMIC selon certains OPCO, et cetera. Et du coup, bah, moi, j'avais pas anticipé ça et bah, j'étais pas prête à, enfin, les premiers mois, ça passait et en fait, bah, très vite, ça passait plus du tout. Et la problématique qui a été particulière, c'est que, pour que vous ayez le contexte, cet alternant, était un élève de l'école dans lequel je donne cours. Donc, même si, par exemple, dès, novembre-décembre, j'ai beaucoup de personnes à mon entourage qui m'ont dit: «Arrête tout de suite le contrat,
c'est la période d'essai, c'est le moment. Tu vois que ça va pas le faire, arrête. Je me suis dit: «Bah oui, mais non, c'est pas cool, c'est pas gentil. Le pauvre, il a pas d'alternance derrière, il va rater son année. En plus, l'école, je donne cours là-bas, donc ils me connaissent. Donc si je lâche l'alternant», enfin, j'avais ce truc où je me disais: «Bah, non, c'est compliqué, quoi». Je me sentais pas trop de le lâcher. Enfin, j'avais l'impression, en tout cas moi, que j'allais le lâcher et que j'allais, lui pourrir son année, passer pour, ces fameuses entreprises qui lâchent les alternants alors qu'ils viennent d'arriver dans les boîtes et cetera. Ce que d'ailleurs, je trouve aussi pas bien, mais des fois, il y a des raisons, et des fois, on anticipe mal, hein, ça arrive. Là, c'était clair. En plus, c'était ma faute. J'avais mal anticipé, donc j'étais en mode: «Il a pas à pâtir d'un truc que j'ai mal fait». C'est pas une bonne manière de penser, mais bon, bref. Et donc du coup, je me suis dit: «Non, non, c'est pas grave, on va s'acharner». C'est vraiment le mot parce que, bah, je me suis acharnée. Et la problématique, c'est que donc il arrivait en fin août, début septembre et à partir de décembre, je ne pouvais plus me rémunérer. Donc, si je voulais le payer et j'étais obligée, c'était la loi et c'était normal. Donc à partir de décembre, je ne pouvais plus me rémunérer. Donc pendant 5-6 mois, j'ai pas pu me rémunérer du tout. Donc j'ai contracté un prêt personnel auprès de ma banque pour pouvoir payer mes factures, tout simplement. Prêt que je rembourse encore aujourd'hui et que j'ai encore 2 ans devant moi à rembourser. Donc comme quoi, bah, ça engage sur des longs termes. Voilà, mais ça m'a permis de sortir la tête de l'eau à ce moment-là, hein, parce que voilà, je n'avais pas le choix, on va dire. Sachant qu'en plus, évidemment, comme, on aime bien être, un peu foufou de mon côté, 2023, c'était l'année de mon mariage, donc j'avais énormément de frais à sortir également de mon côté. Évidemment, mon mari, était là aussi, mais bon, donc en fait, ça tombait sur j'arrive plus à me rémunérer, j'ai dû faire un prêt, il faut que je paye mon mariage, et mon alternant et en même temps, il faut que je trouve assez de choses à faire et cetera. Et la problématique qui s'est posée, c'est que dans ma tête, j'allais pouvoir lui déléguer certaines missions, pour qu'il puisse le faire. Alors évidemment pas à 100 parce que c'est un alternant et qu'il est là pour apprendre. Enfin voilà, évidemment je restais en pilotage, mais que je puisse moi me décharger de certaines choses pour que lui puisse se former aussi et en même temps, qu'on trouve un que moi ça me permet d'aller chercher d'autres clients, d'améliorer le chiffre d'affaires et donc du coup de pouvoir, on va dire, prendre en charge son salaire, et cetera. Et la problématique qui s'est posée, c'est que, j'ai pas pu lui déléguer grand chose malheureusement, parce qu'en fait, son rythme d'alternance n'était pas adapté. Donc des fois, il était pas là pendant 2 semaines et je pouvais pas dire au client: «Bah non, vous aurez pas vos contenus parce que mon alternant est pas là pendant 2 semaines», ça ne marchait pas et donc ça prenait trop de temps de le former pour qu'il fasse, pour qu'après moi je reprenne la main, mais après je lui redonne la main, mais après c'était pas possible. Donc du coup, j'ai dit: «Tant pis, je reprends tout» et en fait, dès je crois le mois de février jusqu'à juin, les seules choses sur lesquelles il a travaillé, c'est des choses pour moi. C'est-à-dire vraiment pour mon entreprise, donc du montage de vidéos YouTube, du montage de reels, de la création de contenu, mais pour moi, des choses comme ça. Donc à la fois, c'était très bien parce que ça roulait beaucoup mieux en termes de planning et cetera, mais c'était tellement plus du tout rentable, en fait, pour moi parce que, pour être transparente, hein, payer, dans les 1 300 € quelqu'un par mois pour faire du montage vidéo et des posts réseaux sociaux, avoir un indé qui le fait, ça me coûtait, bien, bien, bien moins cher. Évidemment selon le volume et cetera, hein, je dis pas voilà, mais de manière générale. Donc du coup, c'était ça, plus le fait que, malheureusement et ça c'est pas sa faute, hein, il y avait au moins 1 semaine par mois, il était pas là. Plus les vacances, pareil, ce qui est normal, mais ce qui quand tu es pas anticipé, tu te dis: «Ah oui, là, en fait, il est 2 semaines en cours, plus là, il a 1 semaine de vacances, donc en fait, tu le revois pas pendant 3 semaines». C'est compliqué. Donc du coup, en arrivé, en juin, non, même dès le mois de mai, je crois, ou je sais plus, enfin, avril ou mai, je lui ai parlé, je dis: «Écoute, il faut qu'on fasse un point parce que, là, c'est plus possible». En fait, je lui dis: «C'est pas que je veux pas, c'est que vraiment, si on continue comme ça, je ne pourrai plus te payer, c'est-à-dire je n'aurai plus les moyens de te payer et j'ai pas envie d'arriver au stade où tu attends ta paye et tu la reçois pas parce que c'est dégueulasse et que ça se fait pas. Donc il faut qu'on trouve une solution, toi et moi, il faut qu'on se mette d'accord». J'ai contacté aussi l'école pour demander parce que je voulais vérifier qu'il avait fait assez de semaines pour pouvoir valider son année. Il était large au-dessus, donc je me suis dit: «Bon, si j'avais su, j'aurais peut-être pu arrêter un peu avant, mais bon, c'est pas grave». Et donc du coup, on a vérifié tout ça et on a arrêté le contrat en juin, c'est ça. Et lui, ça lui a permis de pouvoir prendre un taf direct derrière pour l'aider. Donc d'un côté, ça tombait bien pour lui. Moi, ça tombait bien parce que de toute façon après je ne pouvais plus. Donc voilà. Et hormis les coûts,
Parce que j'ai fait 3 vidéos. Si jamais il y a des personnes qui veulent en savoir plus, j'ai fait 3 vidéos qui expliquent en gros les coûts, comment j'ai géré l'alternance et mes conseils aussi sur si tu accueilles un alternant. Parce que pareil, enfin, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accueillir d'alternants. Évidemment que non. C'est juste qu'il faut bien se préparer. Il faut avoir les épaules pour. Il faut être prêt. D'ailleurs, je conseille de commencer avec des stagiaires pour voir comment ça fonctionne. Hormis le coût pur et dur, qui fait que j'ai dû contracter un prêt à titre personnel. J'ai fait une année en négatif, alors que ça a été ma plus grosse année en chiffre d'affaires. C'est-à-dire que j'ai jamais fait autant, mais j'ai eu tellement de charges qu'en fait, ça n'a pas été positif. Du coup, j'ai perdu de l'argent alors que j'ai fait plus de 50 000 euros cette année-là toute seule. Et j'étais en mode, ah, super. Donc, un petit peu, voilà. Donc, hormis le coût, on va dire, financier, il y a eu le coût psychologique de j'ai un prêt maintenant qui est contracté. J'ai de la fatigue parce que j'étais lessivée. J'enchaînais les sinusites et les sciatiques parce que mon corps, il n'en pouvait plus. En plus, je trouve que ça a été blessant pour moi d'avoir ce truc de j'ai raté, je me suis plantée parce que c'est ma faute si ça n'a pas marché. Alors peut-être qu'il y a d'autres circonstances, peut-être que tout n'est pas entièrement, complètement ma faute, on est d'accord, mais je suis dirigeante d'une entreprise, donc techniquement, ce sont mes épaules qui prennent et j'accepte l'échec, on va dire, de ça. Et en plus, le côté, c'est l'année où j'ai fait mon meilleur chiffre d'affaires, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, et j'ai pas pu m'en réjouir. Parce que j'étais en mode, ouais, cool, j'ai fait, je sais plus, 52 000 euros de chiffre d'affaires, trop bien, mais j'ai eu 54 000 euros de charges. Donc, en fait, je suis à moins 2 000, c'est nul. Enfin, du coup, tu peux pas te réjouir, tu peux pas. Et enfin, ça a été compliqué. Et donc, ça, c'était donc mon bilan 2023 qui était pas bon du tout. Du coup, heureusement, les années précédentes, comme je disais, ça s'était très bien passé. Donc, ceux qui s'y connaissent en bilan comptable, etc., ça s'est équilibré. Mais du coup, pendant les 2 années qu'on suivit, donc 2024-2025, j'ai dû combler les trous en fait que j'avais creusés, que ce soit à titre perso avec les prêts que j'avais contractés ou à titre pro, parce que du coup, j'avais eu trop de charges, trop de choses et fallait que je rebouche tous ces trous-là. Et normalement, à l'heure où on parle, 2026 serait la première année où je ne serai plus en négatif suite à ça. Donc j'ai quand même passé 3 ans en négatif. Alors je vais pas dire que c'est que à cause de ça, soyons honnêtes, mais ça a énormément joué parce qu'aujourd'hui, si j'avais pas décidé ça, je serais en plus parce que j'aurais eu, je crois, c'est 15 000 euros de moins à sortir, ce qui est quand même une paille, on va pas dire le contraire. Donc, tout ça pour dire que, en fait, moi, j'ai voulu me précipiter parce que ça faisait longtemps que je voulais avoir un alternant. Je trouvais ça trop bien de former quelqu'un, de l'aider et tout. Et en fait, j'ai fait ça un peu trop rapidement. C'est-à-dire que, en 2021, j'ai quitté le salariat, je me suis mis à mon compte. 3, 4 mois après, je suis passée en URL. Même pas moins d'1 an après, je prends un alternant. J'aurais dû me laisser le temps de grossir, de mettre de côté, de créer un matelas financier perso et au niveau de ma boîte, avant de me dire, OK, je peux assumer le salaire de quelqu'un tous les mois, même si, par exemple, j'ai rien à lui donner à faire. Parce que c'est aussi ça d'avoir un ou une salariée, que ce soit alternant ou salariat classique. C'est que quand il y a rien à faire, la personne, tu dois quand même la payer. Et ça, c'est normal, hein, voilà, il y a aucun problème là-dessus, mais il faut avoir les épaules pour. Et quand tu as pas la base financière pour et que tu veux grossir parce que tu dis trop bien, on va faire plus, j'ai fait plus, mais j'ai dépensé plus. Et du coup, ça c'est pas, comme on dit, les calculs étaient pas bons. C'est un petit peu ce que j'observe chez beaucoup d'entrepreneurs qui sont justement à ce stade Mmh. où elles se rendent compte. Alors, en plus, souvent, c'est des prestataires de services et ça leur arrive du coup de vendre leur temps. Ouais. Ça, c'est typique Ah bah oui. du même schéma. Et donc, elles arrivent à un plafond où elles n'ont plus de temps disponible. Elles voudraient quand même réussir à faire plus de chiffre d'affaires. Du coup, elles se retrouvent à déléguer / recruter. Mmh. Et après, effectivement, comme tu le disais avec ton partage, le choix du statut de la personne que tu vas recruter pour t'aider a une importance. Mmh. Le fait que tu veuilles transmettre, c'est quelque chose qui, évidemment, est tout à ton honneur, d'autant plus que tu es dans un processus où tu travailles en collaboration avec une école. Donc, je veux Oui. dire, c'était la suite logique, tu Ah vois. bah oui, non mais complètement. Puis j'étais toujours à me dire si un jour j'ai un alternant, je le prendrai dans cette école-là. Enfin, ça me paraissait évident, quoi. Il y avait pas de.
Et pour le coup, j'entends complètement ce que tu dis, c'est-à-dire que pour ceux qui ne savent pas là et qui viennent de l'apprendre, l'alternant, le principe, c'est effectivement qu'il est une partie du temps à l'école, en train de toujours apprendre son métier, et l'autre partie du temps en entreprise, ce qui veut dire que effectivement, c'est compliqué de lui laisser des dossiers, voire même des dossiers à rendre à des clients, parce qu'il n'est pas forcément disponible, il n'est pas forcément en capacité de faire le travail demandé dans le délai imparti, parce que les vacances scolaires, parce que même il peut être malade, il peut lui Bah oui. arriver n'importe quoi, Mmh mh. comme n'importe qui. Ça aussi, Donc, hein, j'ai eu, hein. Enfin, entre les vacances, les arrêts maladie, alors pareil, hein, je dis pas ça, il a été malade, il a été malade. Heureusement, je lui ai dit: «Mais mets-toi en arrêt, tu peux, donc mets-toi en bien arrêt». sûr, Mais, entre, bah, les cours, les vacances et parce que les vacances sont imposées aussi puisque c'est un salarié, donc il a 5 semaines de vacances sur l'année, sur laquelle vous l'accueillez. Vous êtes pas obligé de respecter les vacances scolaires. Par contre, il y a une seule chose, pardon, qu'il faut respecter, c'est la semaine d'examen, si je dis pas de bêtises, qui est juste avant les examens, où là, l'étudiant n'a pas à être en entreprise, il doit travailler pour ses examens, ce qui est normal, hein. Mais du coup, en fait, il faut, bah, réfléchir à tout ça et en effet, comme tu dis, même si vous avez la personne la plus bosseuse du monde, la plus impliquée du monde, la plus qualifiée du monde, bah, le planning fait que et de par les cours et les dossiers à rendre et tout ça, la personne ne peut pas être 100 dans l'entreprise et je pense que les rythmes d'alternance jouent aussi, parce qu'il y a plusieurs types de rythmes d'alternance, mais ça peut jouer aussi beaucoup sur ça, donc c'est aussi une chose à vérifier. donc effectivement, il y a deux données essentielles à prendre en compte. La première, c'est est-ce que nous, on est prêts pour ce que ça sous-entend, la délégation? Mmh. Est-ce qu'on a du temps disponible pour expliquer comment on travaille à la personne? Même si Mmh. c'est un freelance qui a 20 ans de boîte Mmh. derrière lui, c'est pas votre manière de travailler. Ouais, il faut être capable de vider son cerveau et c'est hyper dur de dire qu'est-ce que tu as dans la tête, que la personne comprenne. C'est un exercice hyper difficile, surtout quand on a travaillé seul pendant plusieurs années. Ouais, La deuxième chose, c'est effectivement vérifier l'adéquation du profil de la personne recrutée pour intégrer son équipe. ouais. Parce que je pense qu'avec du recul, tu es heureuse d'avoir recruté l'alternant et tu as fait tout ce que tu pouvais pour lui et c'est génial. Je trouve ça vraiment top ce que tu as fait pour lui et tout. Mais je pense que tu n'aurais pas fait ça à ce moment-là si tu avais su avec du recul. Tu n'aurais pas Ah pris oui. cette décision ou en tout cas pas tout de suite. Ah bah, clairement, enfin, moi je le dis et je dis pas de manière, agressive ou méchante ou quoi, ou regret ou autre, mais avec, du recul maintenant, ce serait à refaire, je ne le referai pas. Non pas que, évidemment ça m'a appris plein de trucs, hein. Voilà, j'ai appris énormément, peut-être un peu trop, peut-être pas avec, la plus grande douceur possible, mais j'ai appris beaucoup de choses, OK. Mais par contre, en effet, ce serait à refaire, je ne le referai pas. En tout cas, pas à ce moment-là, pas dans ces conditions-là. Peut-être pas avec ce profil-là aussi. Pareil, je n'ai rien contre la personne avec qui j'étais, qui est venue, en alternance chez moi, mais plus le côté, est-ce que c'était le meilleur profil pour mes besoins? Peut-être pas non plus. Mais il y a plein de choses, en fait, qui rentrent en compte par rapport à ça et oui, avec, si c'était à refaire, je le referais pas ou pas comme ça, en tout cas. Peut-être pas aussi vite. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans ces conditions-là, je ne le referais pas. Aujourd'hui, peut-être que justement, si j'avais pu mettre de côté à créer le matelas, aujourd'hui en 2026, je serais peut-être en train de me dire, trop bien, je vais pouvoir accueillir un ou une alternante cette année, enfin en septembre là, dans des bonnes conditions justement. Chose qui actuellement n'est pas le cas et j'en ai reparlé avec l'école, je leur dis, bah, de toute façon, j'accueillerai personne avant au moins 4-5 ans, de toute façon. Et on verra dans 4-5 ans, on en reparlera à ce moment-là. Clairement, il y a le temps, d'autant plus avec le contexte où personne ne sait exactement où il va. Ouais, puis les aides, les trucs, enfin, parce que tout le monde m'a dit: «Ah mais oui, mais c'est cool, tu es en alternance, tu as plein d'aides». Alors oui, il y a des aides, mais il faut pas négliger le coût de l'alternance sans les aides. C'est-à-dire que les aides sont des aides comme leur nom l'indique, mais elles ne payent pas 100 du salaire de l'alternant, loin s'en faut. Donc il faut vraiment garder ça en tête. Vraiment, c'est très important. Moi, ça payait, on va dire, je crois, la à peine la moitié de son salaire mensuel. Donc, bah, il y a quand même encore, une partie à sortir, plus tous les autres coûts, comme j'ai dit, prévoyance mutuelle, fiche de paye et cetera. Bah, c'est des choses puis alors autre chose aussi qu'on ne pense pas, mais les logiciels, les accès, les choses comme ça, si vous avez un logiciel qui a besoin, par exemple, quand vous payez vous tout seul, vous avez une licence, c'est tant et il faut 2 licences, bah, c'est plus cher. Bah, ça aussi, en fait, faut le prendre en compte. Enfin, il y a eu plein de petites choses comme ça où je me suis dit: «Ah, ben oui, il faut que je lui crée un compte. Ah, ben oui, machin» et cetera. Il y a des choses où il pouvait passer par mon compte, mais pas pour tout et du coup, bah, il y a aussi eu plein de petits coups comme ça, donc bah, c'est plein de choses à réfléchir en amont, en fait. S'il y a des prestataires de services qui nous écoutent et qui se disent bon là, il faut absolument que je délègue, vas-y, c'est bon, j'y vais.
Alors je sais pas si je veux prendre un stagiaire, un alternant, un freelance ou un Mmh. salarié, j'en sais rien, c'est pas le débat, mais voilà. Là, je suis prête, il faut absolument que je délègue parce que, c'est bon, j'en peux plus. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil? Déjà, c'est pas cool ce que je vais dire, mais c'est trop tard si tu délègues au moment où tu en peux plus. C'est-à-dire que quand tu es au stade de: «Je vais péter un plomb, faut absolument que je délègue», c'est le pire moment pour déléguer parce que tu es dans le rush, il faut que tu prennes le temps de transmettre à l'autre, que ce soit, comme on a dit, freelance, indé, alternant, salarié, peu importe. Il faut que tu prennes le temps d'accueillir cette personne et de lui dire ce que tu as dans la tête et ce que tu attends d'elle. Évidemment, quand c'est un indépendant, il va plus avoir tendance à aussi lui t'onboarder. Enfin voilà, ça se fait un peu dans les 2 sens, donc il y a ça. Mais pour moi, tu peux pas te reposer à 100 sur la personne en face. Tu dois aussi avoir toi, tes exigences, tes attentes, ce que tu souhaites et cetera. Donc je dirais que l'idéal déjà, dans un premier temps, c'est d'essayer de commencer à déléguer avant que ce soit la merde, en gros. Avant que vous soyez sous l'eau et que vous disiez: «Oh mon Dieu, faut que je délègue». Souvent, c'est déjà ce sera le premier point, je dirais ça. Le deuxième, c'est en effet d'abord de réfléchir à comment est-ce à quoi ressemble votre partenariat idéal, votre collaboration idéale? Est-ce que vous préférez avoir quelqu'un justement qui est là 100 du temps, avec qui vous pouvez lui déverser tout ce que vous avez dans votre tête et cetera? Est-ce que vous préférez plutôt quelqu'un qui est là de manière ponctuelle, asynchrone, et cetera? Est-ce que vous avez, pareil pour l'alternant, envie de former quelqu'un, de l'accompagner, d'être conscient que c'est un étudiant et que du coup, il ou elle, ne sera pas opérationnel à 100 et ne le sera peut-être pas même à la fin des 1 ou 2 ans d'alternance, selon évidemment, sa formation, son niveau et cetera. Donc je dirais qu'il faut se poser pas mal de questions sur à quoi ressemble la collaboration que vous voulez avoir. Quand vous avez posé ça, c'est plus facile déjà de dire quel type de profil vous cherchez et je parle en termes de statut et après, quand vous savez le statut, vous allez chercher dans les bonnes personnes qui correspondent, à vos besoins. Mais la première chose, c'est qu'est-ce que vous attendez de cette collab et comment vous voulez qu'elle se déroule? Si vous êtes prêt à vous dire avoir quelqu'un qui est là tous les jours, enfin en tout cas, sur des horaires et cetera. Que s'il s'absente de temps en temps et que vous êtes prêt à former, bah, l'alternance, c'est super. En plus, vous aidez un étudiant, c'est vraiment trop bien. Si vous voulez vraiment quelqu'un de 100 mais vraiment 100 dédié à votre boîte, il faut du salariat, quelqu'un qui ait «l'esprit pour vous» entre guillemets. Et si vous préférez le côté, beh, je veux un œil extérieur, je veux quelque chose de plus ponctuel, alors quand je dis ponctuel, ça peut être pas mal d'heures par mois quand même, hein, mais qui est pas à 100 entre guillemets, du temps, hein, je parle parce qu'évidemment, en général, quand on est en prestation, on est 100 sur son client, on est d'accord, mais pas 100 du temps. Bah, du coup, je pense que soit peut-être du temps partiel, potentiellement aussi, soit, bah, aller vers, quelqu'un qui va être en indé et qui va du coup pouvoir donner des coups de main plutôt que, ou booster des points, plutôt que vraiment, être là tout le temps, entre guillemets. C'est à définir le point le plus important. Et après, bah, quel est votre budget aussi? Parce que si vous dites, OK, moi, je veux quelqu'un à 100 de son temps avec moi, qui me donne tout son cerveau, toute son énergie, tout ça, mais j'ai 100 balles par mois, ça va pas être possible. Voilà, donc il faut aussi définir les budgets et il faut se renseigner énormément en amont sur les différents statuts, sur combien ça vous coûte réellement. On le sait en France et c'est pas une critique sur le système français, mais on le sait tous et toutes en France que quand on a déjà eu une fiche de paye, même quand on était étudiant ou quoi, on voit la différence entre le brut et le net. On voit très bien qu'il y a une très grosse différence et il ne faut pas oublier que quand on est une entreprise, si vous avez quelqu'un qu'il faut payer 1 500 €, ce qui est quand même le SMIC, bah, il faut sortir plus de 2 000 €. Donc il faut aussi pouvoir gérer ça. Pareil, je dis pas qu'il faut pas prendre de salariés ou d'alternants à cause de ça. Alors sachant que les alternants, il y a beaucoup moins de charges, hein, il y en a très, 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 très peu. Mais c'est pas pour autant, mais il faut être capable d'en assumer le coût, en fait. C'est ça le truc surtout. Je dirais que c'est ça mes gros conseils, c'est quel est votre système de collaboration que vous voulez avoir d'abord. Ensuite, c'est quoi vraiment les besoins que vous avez, le budget et après vous choisissez le type de statut et ensuite la bonne personne à l'intérieur, des statuts, on va dire. Tu as fait tout mon travail, tu as fait tout le déroulé, développement, conclusion, résumé. Parfait. Ça se voit que tu tiens, une chaîne et un podcast. C'est gentil. Alors, je vais juste rajouter 2-3 petits points aussi parce que forcément, j'apporte des conseils à mes clientes, les personnes que j'accompagne et tout. Pour compléter avec ce que tu as dit qui était très pertinent et honnêtement, il y a pas grand-chose à redire de plus, c'est vous êtes pas obligé de déléguer 100 Ouais. dès le départ. Justement, quand Bertie dit, quand, tu es déjà sous l'eau, c'est trop tard, c'est parce que tu penses que soit tu délègues tout, soit tu délègues rien. Mmh, mmh mh. Or, tu peux commencer avec 2 heures par semaine. Mais complètement. Même 1 heure, même une demi heure, hein. Enfin, il y a des gens, ils sont très Voilà, contents de t'aider 30 minutes par semaine pour trier tes mails, exactement. par exemple, Ça hein.
Et ça t'apprend la délégation, ça t'apprend à collaborer, ça t'apprend comment fonctionnent les autres personnes, c'est quoi les attendus, est-ce que c'est fait pour toi ou pas? Parce qu'il y a des gens aussi qui se retrouvent avec des équipes, qui collaborent et tout ça, et qui se disent, en fait, je suis pas fait pour gérer les problèmes des gens. Je suis pas Parce fait que pour manager, par exemple. manager, c'est ça, Ah il oui, faut oui, oui. considérer que c'est l'école, que les gens, c'est des enfants, et que tu te retrouves à gérer les problèmes perso des autres, quoi. Ah mais exactement. Enfin, je dirais rien de spécifique par rapport à mon alternant parce que voilà, je respecte aussi sa vie privée et autres, mais il y a eu des moments où j'ai dû gérer ses problématiques personnelles et moi j'étais là, en fait, j'avais à la fois mon cerveau empathique qui était en mode ah, je suis désolée pour toi, etc. Et j'avais mon cerveau en mode bon, maintenant ta gueule et bosse, enfin, je te paye en fait. Et c'était horrible d'avoir une espèce de dualité dans la tête qui était en mode très empathique parce que je suis comme ça et en même temps en mode mais je m'en fous, travaille. Et ça, c'est très dur à gérer de réussir à danser là-dessus. C'est très très difficile, je trouve. Faut vraiment, je trouve qu'il faut se former. On ne forme pas assez les gens au management, à la gestion des humains, en fait, tout simplement. Donc, effectivement, c'est quelque chose d'important, où quand tu veux développer un certain chiffre d'affaires, par exemple faire les 10 cas par mois et plus, Mm, nécessairement, quand même, à un moment donné, l'automatisation a ses limites. Ça veut dire qu'il va falloir être amené à déléguer. mm. Et je pense que c'est quand même la tartine de merde. Ah bah oui. Voilà. Donc, tant que ça, c'est clair dans ta tête et que tu fais le choix conscient de déléguer en sachant ça, Mm. j'ai pas de problème avec ça. Vas-y, go. Ouais, c'est ça. Et tu vois, tu disais, on n'est pas obligé de tout déléguer. Comme je disais, avant d'avoir mon alternant, j'avais déjà des personnes qui bossaient avec moi sur des choses hyper ponctuelles. Et actuellement, par exemple, aujourd'hui, j'ai quelqu'un, je ne vais pas dire dans mon équipe, parce qu'en fait, on bosse ensemble une fois par an. En gros, une fois par an, elle fait ma déclaration BPF, donc c'est pour la partie formation, etc. J'ai la flemme de le faire, ça me prend la tête, elle le fait super bien, elle est hyper rapide, elle est très douée. Moi, ça me coûte que dalle, très honnêtement. Enfin, je veux dire, par rapport au temps que moi j'y passerais, autant qu'elle elle y passe et ce qu'elle me facture, je suis très contente de pouvoir lui déléguer ça tous les ans. Et en fait, ben, en soi, je l'adore et tout, mais je ne délègue pas plus parce que j'ai pas besoin de lui déléguer plus. Et du coup, elle est contente, elle a cette petite mission ponctuelle, elle sait que ça revient tous les ans, elle a ses autres clients où elle va avoir des missions annuelles, mensuelles, enfin voilà, selon les besoins de chacun. Et en fait, il faut aussi vous dire que il y a des gens en face qui sont très contents d'avoir des petites missions ponctuelles ou des petits trucs où ils peuvent vous aider, vous donner un coup de main, se sentir utile. Et qu'il n'y a pas, comme tu dis, besoin de se dire, OK, si je prends quelqu'un, c'est une assistante personnelle qui va tout faire de A à Z, à la mode le diable s'habille en Prada, où tu l'appelles en pleine nuit, machin, ça va pas du tout. Surtout pas déjà. Et c'est vraiment ça. Moi, par exemple, la mise à jour de mon site web, c'est délégué à quelqu'un. C'est juste quelqu'un qui gère tout ce qui est mise à jour de plugins, vérification, machin, etc. C'est des trucs techniques, c'est pas complexe. Enfin, je veux dire, je pourrais le faire, mais j'ai pas envie de me prendre la tête à le faire. Pareil, c'est un truc je paye une fois par an, il fait la maintenance pendant un an. Voilà, et j'ai pas à y penser. Donc, il y a plein de petites choses qu'on peut commencer à déléguer. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui connaissent pas, mais je pense que tu en as peut-être déjà parlé, c'est la matrice d'Eisenhower qui peut aider à savoir qu'est-ce qui est bon, pas bon à déléguer. Moi, je trouve que des fois, elle n'est pas facile à utiliser parce qu'on ne sait pas trop comment se positionner. Donc, je dirais que dedans, il faut rajouter la zone de kiff, vraiment de qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire. Par exemple, la mise à jour de mon site, comme je disais, je sais faire, mais je n'aime pas faire. Donc ça va dans le pitié, si je peux déléguer, je délègue, en fait. Et du coup, après, c'est à voir est-ce que le coût qu'on me propose en face vaut ma sérénité par rapport à la délégation, quoi. Mais des fois, vous allez avoir des gens qui vont dire, bah, écoute, vous allez vous attendre à ce que ce soit hyper cher et ça l'est pas autant que ça. En fait, pour moi, tant que tu ne demandes pas un devis, tu peux pas savoir parce que des fois, on se fait des idées sur des coûts, etc. Et quand on demande, on fait, ah, mais enfin, on va se dire, ah, mais en fait, j'aurais pu déléguer depuis si longtemps si j'avais su. Donc, n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à voir, n'hésitez pas à tester aussi, comme tu disais. L'avantage, je dirais, de travailler avec un freelance pour débuter ou un indé, enfin, entrepreneur, etc., c'est que tu peux tester, tu peux dire, OK, on teste sur un mois, on teste sur 3 mois, ça marche pas, etc. T'es pas pieds et poings liés, en fait. Il y a ça aussi qui est pratique. Et je pense que pour commencer, que ce soit pour la partie délégation, donc avec des indés, c'est bien, que ce soit pour la partie transmission avec des stagiaires, c'est pas mal aussi parce que c'est des temps qui sont plus courts, c'est plus facile de s'organiser. Vous savez que vous avez par exemple 1 ou 2 mois focalisé avec cette personne-là dans l'équipe. Et un stagiaire aussi va être plus là en observation, qu'un alternant va plus être là pour vraiment faire, etc. Même si un stagiaire va faire des choses quand même, hein, bien sûr. Mais du coup, c'est peut-être plus facile pour tester avant de rentrer sur un truc beaucoup plus long. Ce que je retiens de tout ce que tu nous as partagé, c'est un deuxième point qui est, il faut savoir faire ce qu'on compte déléguer, d'autant plus quand on reçoit quelqu'un qui est encore en études ou en stage. Ça, c'est essentiel.
si tu sais pas bien faire, que tu maîtrises pas bien, tu vas perdre encore plus de temps parce qu'il va falloir d'abord te former toi, Mm. potentiellement faire un premier essai histoire de pas dire de la merde et pas passer pour une idiote devant ton alternant, On est d'accord. lui transmettre et ensuite, comme d'habitude dans le management, toujours vérifier, contrôler. Complètement. Ça, pour moi, c'est essentiel. Et par exemple, il y a des gens qui me disent, oui, mais tu as un comptable, tu n'es pas comptable. Alors oui, je ne suis pas comptable. Par contre, mon comptable, je suis à ses fesses tous les mois. C'est-à-dire que je vérifie tous les mois toutes les déclarations, tous les trucs, etc. Parce que je suis chef d'entreprise et même si je ne suis pas comptable, je dois comprendre c'est quoi la déclaration TVA, c'est quoi les bilans annuels, c'est quoi les charges, c'est quoi les machins, etc. Donc même si je ne fais pas ma comptabilité parce que clairement, j'en ai pas les compétences, je sais comment ça fonctionne, je comprends et je me renseigne. Et quand vous accueillez un ou une alternant ou stagiaire, ou même quand vous déléguez, c'est mieux de commencer à déléguer des choses que vous connaissez déjà que de commencer à déléguer des choses que vous ne connaissez pas, parce que vous allez vous paumer, entre guillemets. Si vous déléguez, je ne sais pas, de la création de contenu sur vos réseaux sociaux alors que vous n'en avez jamais fait, ça se passera toujours moins bien, même si la personne en face est géniale et très douée, etc. Ça se passera toujours moins bien que si vous en avez déjà fait, vous êtes conscient du truc et vous dites, OK, bon, maintenant je veux le déléguer parce que soit j'aime pas, soit ça m'intéresse pas, soit je suis pas douée, soit machin. Et la personne en face, du coup, quand elle fait quelque chose, vous allez mieux comprendre pourquoi elle le fait, comment elle le fait, etc. Donc, même si vous n'êtes pas du tout community manager ou expert là-dedans, bah, c'est mieux de comprendre un minimum comment ça fonctionne avant de déléguer quelque chose. Et quand on accueille quelqu'un qui est en formation, là, par contre, pour moi, c'est essentiel de savoir faire ce que la personne vient apprendre à faire parce que sinon, en plus, quand on est seul, qui d'autre va lui dire quoi faire? Quand on est dans une grosse boîte, on peut s'arranger. Mais quand on est tout seul, personne d'autre va lui dire quoi faire. Et vos prestataires, ils sont pas là pour gérer vos alternants aussi, hein. Il y a ça. Parce que moi, ça m'est arrivé de devoir gérer une alternante d'un de mes clients. C'est pas. Je lui dis, mais moi, j'ai pas signé pour ça, en fait. Sinon, on va doubler mon cachet que je fais avec vous parce que là, je gère votre alternante. Enfin, c'est pas mon rôle, en fait. En plus, je suis même pas dans la boîte. C'est pas top, quoi. Donc, il faut faire attention à ça. Clairement, comme tu dis, c'est essentiel. Pour moi, c'est impossible autrement. Si on veut que ça se passe bien, en tout cas. Et puis, je vais faire un partage un peu plus personnel aussi parce que tu as pu nous expliquer en quoi le fait de peut-être prendre des décisions trop vite pouvait impacter durablement son business. Mm. J'ai, pareil que toi, l'intention de transmettre. Tu vois, je pense que à l'ère où toute l'information est accessible n'importe où, n'importe quand et tout ça, il n'y a rien qui remplace le fait de parler avec un autre être humain pour transmettre ce que tu sais, ton expérience, ton savoir. C'est pour ça Clairement. aussi que j'ai fait le podcast. Mm. Et je trouve que la génération qui arrive sur le marché du travail, là, les étudiants qui ont une vingtaine d'années et tout, il y a besoin aussi de quelqu'un qui soit pas condescendant, Mm. mais qui va leur dire, je suis désolée, mais la fac, l'entrepreneuriat, tout ce que tu veux, ne te prépare pas au marché de l'emploi salarié. Donc, moi, je vais te donner deux, trois règles qui sont écrites nulle part, Mm. mais que tu as besoin de connaître. Parce que Non, mais sinon, clairement. tu vas pas comprendre et il va t'arriver des grosses marées dans ta gueule. Et franchement, enfin, pour travailler justement dans une école où il y a des alternances, c'est ce que les étudiants viennent chercher dans les entreprises. C'est-à-dire que oui, ils viennent perfectionner leurs compétences, leur savoir, etc., mais aussi leur savoir-être. Et surtout, comprendre comment ça fonctionne le marché. Parce que alors, c'est même pas que les étudiants d'aujourd'hui. Je pense que ça date depuis longtemps, mais le côté, ouais, moi, de toute façon, je veux aller absolument dans cette boîte-là et tout, je veux faire absolument ça. Bon, quand tu arrives sur le marché, tu dis, bon, je vais trouver ce que je peux et on verra après et tu verras. Mais il y a aussi ce côté d'être capable de se dire, OK, c'est pas parce que tu es pas dans la boîte de tes rêves que tu peux pas faire un taf qui te plaît quand même. Et en fait, il y a plein de manières d'amener les choses. Et en effet, il y a des règles écrites nulle part, comme tu dis, qui sont implicites, mais que personne ne dit, en fait, et en plus qui peuvent changer selon les secteurs, selon les entreprises, selon les fonctionnements. Donc, c'est vraiment important qu'ils puissent avoir cette expérience-là aussi et des fois se prendre des petites portes dans la tronche, mais parce que ça va leur faire du bien derrière, entre guillemets, et évidemment gentiment hein, les portes, hein, mais c'est important, je pense. Moi, quand j'étais en alternance, j'ai appris plein de trucs aussi, justement, j'ai vu comment ça se passait dans une boîte, j'ai vu les dessous, on va dire, d'une très grosse boîte très connue où j'étais en alternance et où on se dit, ah ok, ça se passe comme ça, j'aurais pas cru. Et en fait, tu as besoin d'apprendre ça pour dire après, quand tu vas sur le marché, OK, je suis pas novice, je suis pas un bébé, quoi. Je connais quelques trucs et je sais faire les choses et je sais aussi comment ça peut fonctionner, quoi.
Et tu vois, le conseil que je pourrais donner au vu du partage que tu nous as fait, c'est avant de s'engager à prendre un alternant pour plusieurs mois, et du coup de se retrouver devant une situation où en fait tu as deux choix qui sont pas les choix que tu as envie de faire, parce que c'est concrètement ce qui t'est Ouais. arrivé. Là, je suis dans une démarche où, pour l'instant, en fait, je donne de mon temps bénévolement, comme je te disais, à des gens qui sont un petit peu évolués dans leur Mm. parcours scolaire. Je Mm. parle pas de lycéens qui font leur stage de 3 semaines, Oui, voilà. Euh, mais des étudiants qui ont 18 ans et plus et qui veulent envisager de se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'ils aient un projet ou non. oui. Mm. Et ça me permet aussi de sentir le niveau de maturité des étudiants à peu près à cette Ouais. période-là, de voir si leur projet, ils y ont réfléchi, que c'est abouti, ou si c'est un truc qu'ils ont fait en 5 minutes avec ChatGPT dans un coin de leur chambre parce que c'était un devoir scolaire. Mm. Enfin, Mm. ce genre de truc, je trouve que c'est important avant de faire l'engagement, de se dire, OK, je prends un alternant, même si tu peux le choisir, même si tu peux le recruter, même si Mm. tu penses que ça va bien se passer, ça reste un engagement, comme tu dis, et on ne veut pas faire partie de ces entreprises qui, au bout de 2 mois, disent, bah non, finalement, trop de responsabilités, Ouais. j'y vais plus. On veut faire les choses bien, et quitte à faire les choses bien, faut aussi comprendre que la personne, elle est là pour t'aider, elle est là pour apprendre de toi, mais que toi, tu as une responsabilité envers Oui. cet alternant. Tu es tenu de faire plein de choses pour lui ou pour Mm. elle, puisque on parle depuis tout à l'heure de il, mais voilà, Oui, non, mais. les deux cas s'appliquent, et que ça va te demander, surtout si tu es d'une génération antérieure, ce qui est même mon cas parce que j'ai 10 ans de plus que ces gens-là, tu vois, ça va te demander de te mettre dans leur tête pour comprendre comment ils fonctionnent, parce que c'est comme ça que tu vas les attirer sur le terrain où tu veux les amener. C'est-à-dire, c'est là où tu vas leur expliquer, tu vois, toi, tu penses ça, mais en réalité, sur le marché du travail ou sur le secteur de la prospection entrepreneuriale, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Les règles du jeu, elles sont pas exactement les mêmes. Ah, c'est hyper important. Moi, je sais qu'en cours, là, avec les troisième années, je leur fais faire de la stratégie de communication d'une entreprise fictive que j'ai. Je leur propose des entreprises, ils doivent choisir et faire la strat. Et des fois, ils partent dans des trucs qui sont super. Je dis oui, mais par contre, en vrai, ça, sur le marché, ça sert à rien. Ah bon, mais pourquoi? Et du coup, je leur explique, je dis, bah, ça, c'est pas bon. Ça, les gens, ils vont pas réagir, etc. Ah, ok, d'accord. Je suis, bah, justement, mets-toi vraiment à la place de ton futur client, etc. Et c'est hyper intéressant pour eux. Et je sais pas via quel biais tu transmets justement par rapport à ça. Moi, je sais que pendant plusieurs années, pendant au moins 2 ou 3 ans, j'étais avec enfin, je faisais partie des mentors de My Job Glasses. Alors, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, qui est une entreprise qui, en fait, permet à des étudiants de contacter des pros qui sont OK de donner 20-30 minutes de leur temps en appel téléphonique ou en visio pour parler de leur métier. Il n'y a pas que des entrepreneurs, hein, il y a un petit peu de tout. C'était, enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment super de pouvoir avoir plein d'étudiants qui vous posaient des questions, qui s'intéressaient, etc. Et moi, c'est vrai qu'avec mon profil, j'avais beaucoup d'étudiants qui venaient vers moi en mode et du coup la partie entrepreneuriale, etc. Donc ça, c'est vrai que je trouve que c'était une belle initiative. Et en tout cas, ça ou une autre similaire, comme tu dis, comme toi, ce que tu expliquais, je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel si on veut transmettre, il y a plusieurs manières de transmettre. En fait, on n'est pas obligé de faire comme ça. On a plein d'autres manières de ça. Et comme tu dis, le podcast, par exemple, c'en est. La vidéo, c'en est. Faire du contenu, documenter ce que vous vivez, c'est aussi intéressant pour les personnes qui se posent des questions, etc. Par exemple, si vous dites, tiens, j'ai envie de faire un truc les trucs que j'aurais aimé savoir avant de me lancer, ou pourquoi je sais pas, ne pas se lancer, ou pourquoi se lancer quand tu es étudiant, etc., etc. Et ben ça, si vous l'avez vécu, faites-en du contenu et partagez-le auprès des personnes intéressées. Peut-être en parallèle de ce que vous faites dans votre entreprise, parce que c'est pas en rapport direct et c'est pas votre cible, mais sur une vidéo YouTube ou sur un podcast ou vous faire inviter quelque part pour en parler justement, ça peut être intéressant pour que les personnes ciblées puissent avoir votre retour d'expérience et vous transmettez en fait à travers ça. Exactement. Donc, je te confirme, pour avoir fait la recherche en temps réel, que My Job Glasses existe encore. Je vous mets le lien pareil en description de l'épisode. Pour savoir, moi, comment j'ai procédé, tout simplement, j'ai fait des recherches au niveau local des incubateurs et des associations d'intégration dans le marché du travail Mmh. des Mmh étudiants. mh. Et après, je les ai démarchés. Alors, en général, ils ont une page sur le site internet qui Oui. dit, tu veux être mentor, est-ce que tu veux être bénévole, est-ce que tu veux aider? J'ai fait, ouais, ouais, je veux aider, c'est bon. Et pareil, en regard de mon profil, parce que comme j'aide à structurer, organiser des entreprises, tu vois, Bah forcément, il y oui. a des clients de ce profil-là. Et en général, j'ai pas trop de soucis, du coup, à au moins aider une personne, et en fonction de ton temps aussi, parce qu'ils Oui. savent.
tes bénévoles, ils vont pas te demander 20 heures par semaine. Mais Ils bien savent. sûr. Voilà, Ouais, donc ouais. il y a pas de sujet. Je sais que sur My Job Legacy, je pouvais dire combien d'appels par semaine j'acceptais d'avoir, enfin des trucs comme ça, et cetera. Et puis les semaines où tu as plus de temps, bah, tu mets plus et tu pouvais te mettre pardon, en vacances ou en absence, entre guillemets. Enfin, ces plateformes-là, quand on est bénévole, comme tu dis, ils sont juste tellement contents de pouvoir avoir des personnes qui sont OK et qu'ils vont pas te sursolliciter. Enfin, en tout cas, ils vont faire en sorte que tu aies envie de rester. Donc, ouais, ils sont conscients du temps que tu as. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. J'ai trouvé que c'était hyper enrichissant et surtout que ça changeait du discours de «Ah, moi j'ai réussi sans avoir rien renoncé, pas fait de concessions, etc.» Ou là, non. Ou là, non. En tout cas, ce n'est pas la façon dont la grande majorité des gens réussissent dans l'entrepreneuriat en étant sur du long terme, encore une fois, Ouais, parce que tu peux réussir, faire le million, éventuellement arnaquer les gens et après disparaître et on n'entend plus jamais parler de toi. bien sûr. Ce qui n'est pas ce qu'on veut, parce que Non. nous, on est des gens éthiques et honnêtes. Donc, est-ce que tu peux nous parler de l'offre principale que tu es en train de faire en ce moment? Bah, du coup, au moment où sortira cet épisode, si, vous avez besoin de faire un point justement sur votre stratégie de communication, après le premier trimestre, se dire: «OK, j'ai fait ça, je sais pas trop» et cetera. Bah, je propose des audits Stratcom, dont je parlais un petit peu tout à l'heure, qui sont des audits où on va passer donc moi, je fais une analyse en amont. On passe 2 heures ensemble en visio pour voir tous les points, ce qui va pas, ce qui peut être amélioré, comment, pourquoi et ensuite je vous transmets, du coup, le récap de ce qu'on s'est dit, tous les outils que j'estime nécessaires qui vont vous aider justement à aller vers ce que vous voulez et après, bah, soit vous êtes autonome et ça vous suffit et vous faites dans votre coin et c'est super et vous pouvez m'envoyer de petits messages histoire que je sache où vous en êtes. Soit après, bah, vous pouvez rejoindre la partie communautaire dont j'ai parlé au début ou carrément prendre un coaching personnalisé, individualisé, si jamais vous ressentez un besoin d'aller beaucoup plus loin par rapport à ce qu'on a vu ensemble. Donc, ce qui est bien avec cette offre, c'est qu'elle ne vous engage pas. Si vous voulez aller plus loin après avec moi, vous pouvez, mais ça vous permet de faire un point vraiment à un moment T. Et je pense que le premier trimestre, ça peut être pas mal pour se dire, bah, OK, j'en suis où? Comment est-ce que je continue l'année? Comment est-ce que je fais pour avancer sur le long terme, etc. Et je sais qu'à titre personnel, il y a beaucoup de clientes, enfin quelques clientes à moi qui ont travaillé déjà avec Bertie et qui ont eu des excellents résultats, de très bons retours. Donc allez-y les yeux fermés. Ouais, c'est super gentil, merci beaucoup. Merci en tout cas à toi pour ton temps, pour cet épisode de podcast hyper enrichissant. Et bah, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup.